Bienvenue à notre première table ronde, qui est plutôt, comme vous le voyez, une table longue. Elle porte sur les politiques publiques saisies par le féminisme. La question qui se pose est évidemment autant ce que le féminisme fait aux politiques publiques que ce que les politiques publiques en retiennent ou en laissent de côté. On peut se poser la question de ces deux manières. Et elle débouche nécessairement cette question sur celle des transformations du militantisme ou du mouvement féministe au contact des institutions. Nous avons 4 invités aujourd'hui qui connaissent toutes très bien la question des liens entre féminisme et institutions. Lors de ces assises, nous allons poser 3 questions auxquelles nous demanderons à nos invités de répondre en 5 minutes à chaque fois, et le débat sera ensuite lancé avec la salle. Alors, la première question est la suivante. À partir d'un exemple que vous connaissez bien, est-ce que vous pouvez nous décrire comment le féminisme a pu s'installer dans les institutions et influer sur les politiques publiques? Alors, je vais donner la parole en premier à Sandrine Dauphin, à ma gauche, que je vais présenter. Elle est docteure en sciences politiques, membre du Centre de recherche sociologique et politique de Paris, alias CRESPA, qui appartient au CNRS, et responsable du pôle valorisation de la recherche à la Caisse nationale de l'allocation familiale, la CNAF. Ses travaux ont porté sur la parité politique et sur le féminisme d'État en France et au Canada. Elle a publié récemment un ouvrage aux presses universitaires de Rennes en 2010, « L'État et les droits des femmes, des institutions au service de l'égalité », point d'interrogation. Elle a coordonné avec Réjeanne Sénac-Slavinsky un numéro de politique européenne sur genre et politique publique en 2006, ainsi qu'un numéro des cahiers du genre sur le gender mainstreaming, dont elle nous parlera peut-être à un moment, en 2008. Donc, Sandrine, première question, comment le féminisme a pu s'installer dans les institutions? Donc, pour la première question, la question est de savoir l'influence que peut avoir le féminisme, notamment sur les politiques publiques. Je dirais que l'évaluation elle-même, on peut évaluer éventuellement l'action d'un ministère, d'un service, par exemple des droits des femmes, sur l'action du militantisme féministe en dehors des grands mouvements sociaux qui ont pu donner lieu notamment à certaines lois. Je prendrais plutôt l'action individuelle, ou l'action de ce qu'on appelle les fémocrates, c'est-à-dire les féministes à l'intérieur des institutions, les féministes à l'intérieur, par exemple, des partis politiques, mais plus spécifiquement, celles qui choisissent de rejoindre l'appareil d'État. Alors que ce soit une démarche collective ou individuelle d'ailleurs, ça peut être une démarche collective dans certains pays comme un choix stratégique pour agir véritablement sur la société, d'intégrer des institutions. Ça, par exemple, était le cas en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas ou dans les pays scandinaves, une stratégie d'entrisme en quelque sorte, ces personnes servant de relais à la fois à l'intérieur de l'appareil d'État, d'idées féministes, de concepts féministes, d'orientation féministe, et inversement, ça sert aussi de relais pour le mouvement féministe lui-même, puisque en connaissant mieux le fonctionnement de l'appareil d'État, sur quoi agir, comment agir, elles peuvent en quelque sorte aussi former et modifier la stratégie des mouvements féministes. Donc le rôle de ces fémocrates a pu être relativement fort et important dans certains pays, certaines avancées. Je pense d'abord aux Pays-Bas, ça peut avoir aussi comme fonction tout simplement en période de backlash, des changements gouvernementaux forts d'orientation pour les sociodémocrates des Pays-Bas. On a un mouvement conservateur, vraiment de préservation des acquis. En France, ça n'a pas été le choix notamment des mouvements féministes, le choix d'entrisme, dans une démarche collective. Il y a une méfiance très forte par rapport aux institutions. Alors, ce qui s'est passé, c'est plutôt
Plus fort encore. Vous parlez plus près du micro. Vous le baissez un peu. Ou alors laisser un petit peu comme ça. On entend mieux comme ceci, je sais pour la salle. Je disais qu'en France, le choix n'a pas été dans un choix collectif d'entrer dans les institutions pour le mouvement féministe. Ça n'empêche qu'il a existé, bien évidemment, et qu'il existe toujours, soit des féministes, des femmes, des hommes qui se disent féministes et qui sont à l'intérieur des institutions pour essayer de faire passer un certain nombre de choses ou de préserver un certain nombre d'acquis. Alors je prendrai deux exemples, un exemple plus historique dont il a été question un petit peu tout à l'heure. Alors prendre un exemple haut de l'appareil d'État et un exemple un peu plus à l'intérieur, guillemets, caché. Alors le premier exemple, ce serait l'exemple d'Yvette Roudy, bien évidemment, Yvette Roudy, qui a toujours voulu concilier donc, socialisme et féminisme, qui a une entrée plutôt au Parti socialiste, et lorsqu'elle a le poste de ministre des droits de la femme, il ne s'agit pas d'évaluer complètement tout ce qu'elle a pu faire par rapport au qu'on a appelé le féminisme ensuite d'État. Mais voilà une personnalité qui se déclare féministe, une ministre qui se déclare féministe, c'est la première fois en France. Et je prends l'exemple de l'égalité professionnelle plus spécifiquement, justement pas un domaine qui est forcément porté par le mouvement féministe à ce moment-là. En fait, l'égalité professionnelle, il y a une directive européenne de 1976 qui devrait inciter tous les États à adopter une loi sur l'égalité professionnelle. Lorsqu'elle arrive en 81, la première loi sur l'égalité professionnelle, loi Roudy, il existe en fait dans les dossiers entre guillemets de l'État déjà des projets de loi sur l'égalité professionnelle depuis 1978 en réalité. Là où on peut dire qu'il y a une action féministe, c'est qu'elle a une conception très précise, c'est-à-dire que ça doit être une priorité l'égalité professionnelle, parce que l'autonomie des femmes est pour elle la clé tout simplement de l'égalité. Donc dans ces projets de loi, elle réécrit en fait le projet complètement pour en faire un projet qui intègre pour la première fois des actions positives, considérant que l'une des actions qui va être portée par féministes, c'est en fait exercer une forme de contrainte aussi à l'égalité. Voilà, je donne un exemple par le haut, parce que je vais 5 minutes. Je prends maintenant un exemple entre guillemets par le bas, une autre stratégie, toujours sur l'égalité professionnelle, une personne qui se considère comme fémocrate, en tout cas féministe au sein de l'appareil d'État. Ce serait la loi sur l'égalité salariale de 2006, où là on n'est pas du tout avec un gouvernement socialiste, on est donc plutôt avec l'UMP au pouvoir. L'égalité professionnelle, certes, est peut-être un sujet qui ne crée pas un conflit aussi fort que d'autres sujets gauche-droite, mais en tout cas on n'est pas dans une période, on va dire, où on est vraiment disposé à faire des lois, notamment des lois contraignantes sur le sujet. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait on a un passage d'une chef de service des droits des femmes depuis 1998, Brigitte Crézy, qui passe en 1998, elle est sous un gouvernement socialiste, elle tente de se familiariser complètement avec qui agit, comment agir sur ces questions-là, se convaincre elle-même d'ailleurs d'un certain féminisme. Elle arrive de la droite, elle le passe directrice de cabinet de la nouvelle ministre, Nicole Amine, et à ce moment-là, en fait, elle arrive à la convaincre, Nicole Amine n'était pas du tout convaincue d'une forme de contrainte, ça va tout de suite d'ailleurs, elle arrive à la convaincre finalement de faire adopter une loi sur l'égalité salariale, c'est-à-dire qu'il faut sortir non pas seulement de l'égalité professionnelle, mais qui est une loi qui puisse être éventuellement une loi contraignante. Alors certes, ensuite on n'aura pas de décret d'application véritablement contraignant sur le sujet, mais l'exemple d'un passage gauche-droite à l'intérieur de l'appareil d'État par un fonctionnaire qui est féministe pour assurer une certaine continuité sur la question de l'égalité professionnelle. Voilà. La question, puisqu'il s'agit d'entrer sur ce sujet au travers d'un exemple concret, donc on m'a demandé de vous parler de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, qui est, vous le savez sans doute, un service du Premier ministre,
qui a été fondée en 1995, et de la manière dont cette institution répondait à une demande sociale, une demande des mouvements sociaux. J'entends moi-même le son comme assez désagréable. Là peut-être, ouais. Alors l'Observatoire de la parité, il est créé en 1995 dans un contexte français et international particulier. 1995, et on l'a évoqué en introduction tout à l'heure, la conférence internationale des droits des femmes onusiennes à Pékin. Et 1995, en France, c'est également la campagne pour l'élection présidentielle. Et dans ce contexte de revendication politique du début des années 90 qui met à l'agenda politique la question de la parité politique, donc la participation des femmes à la citoyenneté, l'égalité des droits à être éligibles et représenter l'ensemble du corps électoral, l'Observatoire de la parité fait partie des revendications de ce mouvement social qui est à la fois associatif, porté par les démocrates, puisqu'on a déjà introduit cette idée-là à l'intérieur des partis politiques, à l'intérieur des universités aussi, des chercheuses et des chercheurs qui théorisent cette pensée-là, cette revendication en termes de droit, qui proposent aussi une lecture en termes d'assises théoriques sur les questions, autant d'ailleurs, puisqu'on retrouve souvent cette idée-là, de légitimité d'un point de vue universaliste, autant que d'un point de vue différentialiste, sur la question de la complémentarité homme-femme et de la plus-value féminine qui serait apportée par la présence des femmes en politique. Ça, c'est un fil conducteur qui va traverser l'ensemble des débats présents à l'intérieur de l'Observatoire de la parité et qui va nous permettre de revenir dans les questions qui vont suivre. Et l'Observatoire de la parité, sans doute ce qui est intéressant de voir dans la création de cette institution, c'est de voir de quelle manière il est porté comme une revendication et une demande auprès des candidats à l'élection présidentielle en 1995, par les associations à ce moment-là, bien sûr, comment les militants dans le mouvement associatif et le mouvement politique ont investi l'échelon européen et l'échelon international pour forcer à une mise en agenda politique nationale de cette problématique. Donc la question, à ce moment-là, de la création de cette structure se pose par un portage qui n'est, au début en tout cas, qu'un portage qui repose sur le conseil des membres de l'Observatoire. Deux personnes s'illustrent particulièrement, encore une fois soutenues par les mouvements sociaux et associatifs, et ce que Laure Bérémy appelle l'espace de la cause des femmes, par exemple. On a un binôme transpartisan à ce moment-là, avec Roselyne Bachelot et Gisèle Halimi, qui défendent la création de cet observatoire de la parité. Ils sont nommés, Roselyne Bachelot comme rapporteur général du Conseil, et qui confie tout de suite à Gisèle Halimi la mission d'être rapporteur sur les questions de parité politique et de rédiger le premier rapport sur la place des femmes en politique, le premier rapport qui fait le point, de point de vue assez systématique, sur les statistiques montrant la présence, ou plus exactement l'absence des femmes aux différents échelons électoraux. Donc, ce rapport fait cette première synthèse de la littérature en cours, de la biographie et des auteurs qui ont commencé à développer, à penser sur ce sujet, mais surtout apporte un certain nombre d'indicateurs statistiques qui vont permettre aussi la légitimité de ce sujet au niveau de l'agenda politique national. L'Observatoire de la parité, dans sa première période, on pourrait dire de 1995 jusqu'à 2000, ne va fonctionner que sur l'implication des membres de cet observatoire, qui d'ores et déjà sont composés de ce qu'on pourrait le qualifier de 4 collèges, le collège des parlementaires, un certain nombre d'élus, députés, sénateurs et sénatrices y siègent, un collège de représentants des associations féminines et féministes, dès le début. On a des représentants de tendances très différentes. Et puis, un collège, bien sûr, d'experts, des politologues, des sociologues, des économistes, des juristes, et un 4e collège qui, lui, va se développer plutôt à partir de 2000, de représentants des partenaires sociaux et des syndicats salariés et patronaux. Mais dans les premiers temps de l'Observatoire, il n'y a pas de secrétariat général, il n'y a pas d'assises administratives, il n'y a pas de personnel dédié à faire fonctionner cet observatoire avec un ordre du jour, un budget, des indicateurs, un calendrier et une collaboration interministérielle. Ce
ce qui va être développé par la suite. Enfin, ce qui va être développé par la suite, c'est sans doute la mise à disposition d'agents, dont je fais partie. Le budget spécifique, par contre, ne sera jamais alloué à l'Observatoire de la parité. Ce qui lui donne, comme positionnement, l'idée qu'il va devoir faire le lien entre les institutions en charge des politiques publiques d'égalité, sans avoir d'autre que la volonté et l'application militante des membres du Conseil, les moyens de le faire par des rencontres sporadiques ou individuelles. Donc la question du soutien politique, militant des membres du Conseil et d'une structure davantage pérenne au travers d'un secrétariat général qui permet le suivi des dossiers, qui permet les collaborations avec l'ensemble des autres institutions, se pose dès le départ. Et l'Observatoire de la parité complétera, après avoir obtenu la mise à disposition de 2 agents, obtiendra une structure encore plus forte et interinstitutionnelle au travers d'un décret l'année dernière qui fait membre de droit les 3 présidentes délégation aux droits des femmes des 3 chambres, donc la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social. Le service droits des femmes dont on vous parlait un instant est en quelque sorte lui aussi membre de droit, puisque par le décret de fondation de l'Observatoire de la parité, il est prévu que le service droits des femmes assure le secrétariat de l'Observatoire de la parité. Ce qui, à l'heure actuelle, se traduit par le fait que la chef du service droits des femmes siège à l'intérieur de l'Observatoire. Et l'Observatoire, petit à petit, va développer ses partenariats autant avec la HALD, et j'aurai l'occasion de vous en parler par la suite, qu'avec l'ensemble de ces institutions présentes dans l'organigramme français à l'heure actuelle. Alors s'il y a un domaine où les féministes ont joué un rôle évident, c'est la question des violences contre les femmes. Autant au plan international qu'au plan national. Au plan international, on a tous en tête les conférences internationales, et notamment celle de Pékin en 1995, dans laquelle la délégation française a mis l'accent sur la question de la reconnaissance des violences contre les femmes, et cette même conférence demandait à ce que chaque pays prenne en compte ce phénomène et tente de prendre des mesures pour l'éradiquer. Donc là, on a sur le plan français, institutionnel français, on se rappelle que c'est la lutte pour la reconnaissance du viol. C'était la lutte des mouvements féministes des premiers temps. La sexualité tenait une rôle de premier ordre et la question du viol était extrêmement importante. Et on a aussi en tête la reconnaissance du harcèlement sexuel par le travail qui a été fait par l'association ADFT, qui a permis la législation de 92 sur le harcèlement sexuel au travail. Sur les violences conjugales, c'est un peu plus compliqué, c'était moins net. En tous les cas, ce n'était pas une des préoccupations des premières féministes. C'est resté un domaine un peu plus restreint. Il y a eu la première campagne nationale instituée par le ministère de la solidarité des droits des femmes, c'était en 1989, donc c'est quand même relativement tardif. Première campagne de lutte contre les violences conjugales. Et puis ensuite la mise en place des commissions départementales. Donc il y a eu, institutionnellement, il y a eu quand même une reconnaissance importante par la présence, c'est évident, de féministes et de féministes très engagés sur la question. Alors comment plus récemment les choses se sont passées? C'est un peu après la conférence de Pékin 95, il y avait effectivement le travail des militants dans les associations d'aide aux victimes, avec les 3 principales associations, collectif féministe contre le viol, Fédération Femmes Solidarité et la VFT, Association contre les violences faites au travail. Donc ces 3 associations ont mené leur travail de soutien et d'aide aux victimes et de dénonciation des violences, mais avec un impact quand même relativement limité. La conférence de Pékin a mis l'accent sur cette question grâce en partie aux personnes présentes lors de la conférence, et notamment aux personnes présentes dans les ministères. Le service des droits des femmes
existait déjà dans le ministère avant la conférence de Pékin. Et au service des droits des femmes, il se trouvait qu'il y avait des militantes féministes, ce qu'on peut espérer quand on a un service des droits des femmes, ça tombait bien. Et grâce à l'action de ces militantes, grâce aussi à l'action de la délégation régionale d'Île-de-France, où il y avait aussi là des personnes extrêmement sensibilisées à la question, les choses ont pu avancer. Et c'est devenu, alors, suite à la conférence de Pékin, il a été proposé par le service des droits des femmes, par un certain nombre de personnes. Je ne sais pas s'il faut citer, parce que j'aurais beaucoup de noms à citer. J'ai peur d'en oublier après, donc je ne vais pas trop donner de noms. Mais donc, il a été proposé de faire une enquête quantitative sur la question de violence envers les femmes. L'enquête quantitative, ça peut paraître une action un peu dérisoire ou inutile, ou ça dépend comment on prend la question, mais quand on est sociologue, on y prend un peu. Sur la quantitative, on y prend un peu, et on sait à quoi ça peut servir. Et finalement, ça a été une expérience extrêmement forte. Ça ne fait que renforcer l'intérêt de faire de telles opérations, puisque quand on commence à quantifier un phénomène de société, par des méthodes rigoureuses, etc., quand il y a une reconnaissance institutionnelle, pour le coup, pas des ministères, mais de l'INSEE, de la Commission nationale, du Comité national de l'information statistique ou de la CNIL même, quand on a cette reconnaissance institutionnelle extrêmement importante, le sujet devient un sujet de société légitime. Et là, c'est donc un exemple, je crois que c'est un exemple un petit peu, on va dire, unique quand même, où s'est jouée cette question de la reconnaissance des violences. Alors donc la commande venait d'émaner du service des droits des femmes, parce que par la présence bien sûr de personnalités féministes qui étaient pour la question. Elle a été confiée à une équipe de recherche. Une équipe de recherche, je ne vais pas dire qui il y avait dedans, c'est pas très utile, mais il y avait 4 féministes, on va dire 4 féministes historiques, pour dire les choses rapidement, pour un peu aussi avoir un peu d'humour sur le terme de féministes historiques. Et puis 4 chercheuses qui étaient des chercheuses sensibilisées, mais pas étiquetées féministes. Donc c'est intéressant de voir cette composition mixte qui permettait aussi de faire avancer les choses. Alors institutionnellement, au service des droits des femmes, c'était un service donc à l'intérieur du grand ministère Solidarité, Santé, enfin je change un peu de nom, mais cet énorme ministère qui était donc sous la direction de Marthe Caudry. Il faut bien dire que dans ce ministère, le service des droits des femmes, les quelques personnes qui étaient là étaient extrêmement sensibilisées à la question, mais le ministère en lui-même n'était pas spécialement sensible, et qu'il a fallu en fait une bagarre, vraiment de l'ordre de la bagarre, pour faire admettre qu'on puisse mettre un financement sur une enquête quantitative, donc une enquête coûteuse, une enquête faite avec la rigueur scientifique nécessaire sur ce sujet. Parce que c'était en 1997, le sujet n'était pas légitime tant au plan scientifique, tant au plan de la société et des politiques. Pour les scientifiques, c'était pas mesurable, il n'y avait pas de violence contre les femmes particulièrement, il y avait de la violence des jeunes, il y avait de la délinquance, la criminalité, mais la violence contre les femmes n'était absolument pas reconnue. Et les institutions comme l'INSEE, l'INED, l'INSERM, le CNRS n'avaient absolument pas envie de prendre en compte ce type de sujet. Donc le droit des femmes s'est un peu battu, à l'intérieur même du ministère, le service transversal du ministère qui s'est créé à ce moment-là, qui s'appelait l'adresse, ce service transversal était aussi assez hostile. Il a fallu aller voir les statisticiens de l'INSEE, les convaincre de l'intérêt de l'enquête. Il fallait convaincre de l'intérêt de l'enquête, de la méthodologie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le résultat d'une lutte de scientifiques pour obtenir les premiers déblocages de crédit. Alors, je vais simplement, donc voilà le contexte. Nous avons l'équipe de recherche à réaliser une enquête pilote qui s'est bien passée. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, après 2 ans, l'enquête pilote est réalisée, on publie des résultats, et là, il y a une reconnaissance. Donc, premier élément, reconnaissance par l'institution. Les institutions scientifiques qui font l'enquête quantitative commencent à prendre en compte le sujet et à s'intéresser au sujet. Institutionnellement aussi, il y a une reconnaissance, et on va voir dans la suite de ce qu'on va raconter après cette question,
comment ça va se passer avec les autres organismes au niveau du financement et de la reconnaissance et de l'utilisation et de l'impact qui a pu être fait de ce sujet des violences contre les femmes. Et je crois que je suis dans le temps. Je vais juste prendre deux dates. On va dire les années 70 et j'y mets 67 et 75. Deux dates fondamentales pour le droit des femmes. Et 2009. Alors pourquoi j'ai pris ces deux dates? Parce que la question c'était comment le féminisme s'installe dans les institutions et les influences sur les politiques publiques. Alors il me semble qu'effectivement, que ce soit la loi Neuwirth 67 ou la loi 75, c'est bien parce qu'il y a eu un féminisme et un militantisme féministe extrêmement actif. Alors, bon, j'étais pas là, mais je suis sûre que certaines peuvent témoigner, qu'a pu être prise en compte cette question essentielle de la question à la fois de la planification et du droit à l'avortement. Donc ça a bien fait prendre conscience aux politiques, avec parfois de mauvaises excuses, ça j'y reviendrai dans une des autres questions, de la nécessité, on va dire, d'institutionnaliser ces revendications, c'est-à-dire les porter comme étant relevant de la responsabilité de l'État. Et quand je dis ça, je le dis à dessein, parce que la loi de 73 qui a créé le Conseil supérieur de l'information sexuelle a, dans son article 1, que je vais vous lire, dit aussi comment l'État s'est réapproprié cette question et quelle influence ça va avoir sur ce qui se passe derrière. C'est, je cite, l'information de la population sur les problèmes de la vie. Bon, petite anecdote, on ne parlait pas d'éducation à la sexualité, d'information de conseil conjugal, c'était les problèmes de la vie. À l'époque, il ne fallait quand même pas en demander trop, est une responsabilité nationale. L'État y participe notamment par l'aide qu'il apporte dans le respect des convictions de chacun aux associations et organismes qui contribuent à cette mission d'information conformément aux lois de la République. Alors, il y a bien donc, à partir de là, une institutionnalisation de la question de la sexualité et de la maîtrise du droit des femmes. Alors, du droit, ça c'est moi qui le dis, les femmes à maîtriser leur fécondité, et qui a donc confié à certains organismes et associations, non pas une délégation de service public, mais d'une aide à un service au public. Et tout se joue sur ces quelques mots. Et donc, la deuxième chose que je voulais vous dire là-dessus, c'est-à-dire que même s'il y a eu une entrée institutionnelle, et cette entrée institutionnelle ne s'est pas faite au nom du droit, elle s'est faite au nom de la santé. C'est-à-dire qu'on a considéré que, effectivement, les revendications militantes du droit des femmes à disposer de leur corps ne se faisaient pas. Alors, je sais que Simone Veil nous a dit, et l'a dit à plusieurs reprises, qu'elle ne pouvait pas poser la question du droit à l'avortement d'un point de vue des droits, mais bien d'un point de vue de santé publique, parce qu'à l'époque, ça ne serait jamais passé. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on reste quand même autour des questions de santé sexuelle et reproductive, et ça, je le développerai après. Il n'en reste pas moins, bon, pour nous, ça reste une question de droit. Le deuxième temps, qui est lié de fait, c'est 2009. 2009, je vous rappelle rapidement ce qui s'est passé. L'État, dans son projet de loi de finances, avait décidé de diminuer de 42% les subventions allouées à l'ensemble des établissements d'information de conseil conjugal et familial qui ont été créés par la loi Neuwirth. C'est-à-dire que dans toute cette période, on a posé la façon dont, effectivement, on allait faire cette information aux personnes. À partir du moment où on a institutionnalisé d'un côté, le militantisme au planning, qui, je ne ferai pas un historique sur le militantisme du planning parce qu'il y a quand même eu un réveil pour le 50e anniversaire, la réaffirmation que c'était une association et non pas un service public ou un service public, que c'était bien une association militante, c'est bien réappuyer sur son propre militantisme pour rappeler effectivement comment l'État avait décidé d'institutionnaliser cette question d'accès à la maîtrise, à la fécondité et à l'information. Ça veut dire que pour nous, il est évident que l'institution et le militantisme ne peuvent pas se noyer l'un dans l'autre. La question sera, d'après votre expérience, le féminisme institutionnel a-t-il pour but, dans tous les cas, l'égalité entre femmes et hommes, ou peut-il avoir d'autres objectifs? Ou peut-il avoir d'autres objectifs?
la mission première de l'Observatoire de la parité, pour que ce soit clair, c'est tout de même l'évaluation des politiques publiques d'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. On va dire que le service droit des femmes à l'égalité hommes-femmes est en charge de la mise en œuvre des politiques publiques d'égalité, via y compris son service déconcentré. Le rôle de l'Observatoire, c'est un service d'expertise et d'évaluation des politiques publiques d'égalité. D'évaluation de ces politiques publiques touchant à l'ensemble des sphères politiques, économiques et sociales. Ce qui me permet de répondre à la question numéro 2, qui est de savoir si finalement, quand on se retrouve dans un service d'expertise qui a pour mission de faire des recommandations au Premier ministre, il est saisi pour avis sur des projets de loi, et il a des parlementaires dans son conseil qui s'inspirent des travaux et des analyses de l'Observatoire pour déposer des propositions de loi sur les sujets qui sont d'actualité et qui se révèlent à l'heure actuelle systématiquement comme ayant une implication sur la situation des hommes et des femmes dans la société actuelle. Donc ce qui était jusque-là considéré comme des projets de loi particuliers, des propositions de loi particulières touchant aux femmes, c'est plutôt devenu, dans l'ensemble des projets de réforme, quel peut être l'impact des réformes telles qu'elles sont proposées sur la situation réelle des inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà. C'est une des définitions de ce qu'on pourrait appeler le gender mainstreaming par ailleurs. Se poser la question de manière transversale sur l'ensemble des politiques publiques, de l'impact réel sur la situation des hommes et des femmes. Donc l'Observatoire travaille depuis le début principalement sur la question de parité politique, avec comme définition de la parité, là aussi une des définitions, la question du partage des responsabilités politiques. Et on pourrait dire que cette idée de partage des responsabilités, comme projet de société finalement, comme conseil pour participer à un changement social qui permettrait de pouvoir atteindre une égalité plus réelle, qui ne serait pas qu'une égalité juridique, mais passer d'une égalité des jurys juridiques à une égalité concrète, par l'évaluation des politiques publiques et des mesures pragmatiques pour garantir cette égalité. Donc on est parti du partage des responsabilités politiques pour penser le partage des responsabilités professionnelles et sociales, et même le partage des responsabilités familiales, au travers de la prise en charge des charges domestiques, bien sûr, du travail domestique, mais aussi des personnes dépendantes à l'heure actuelle, les enfants et les personnes âgées. Donc voilà le fil conducteur des travaux de l'Observatoire pour faire des propositions, encore une fois, concrètes, pour contribuer à ce qu'on peut quand même encore appeler un projet de société. Donc sur la question du le féminisme institutionnel a-t-il dans tous les cas pour but l'égalité entre femmes et hommes, le projet de société derrière cette idée de l'égalité entre les hommes et les femmes ou du partage des responsabilités, le projet de société est très différent suivant les actrices du féminisme institutionnel au sein même du Conseil de l'Observatoire. Que ce soit entre les parlementaires, comme entre les associations féminines et féministes, et même quelquefois entre les intellectuels qui siègent à l'Observatoire de la parité, et vous en avez deux dans la salle, Mariette Sino et Michel Bozan en fait partie. Donc le projet de société qui sous-tend cette idée de garantir l'égalité réelle, il peut être très différent. Ça peut être l'égalité entre les hommes et les femmes de droit, quel que soit le contexte. Mais ça peut être l'égalité entre les hommes et les femmes, même si ça peut paraître contradictoire aux oreilles de certains, l'égalité entre les hommes et les femmes dans la complémentarité. Et tout l'enjeu est là. Première chose, sur cette différence de projet de société importante. Et la deuxième, c'est bien sûr cette égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est égalité entre les hommes et les femmes, toutes choses égales par ailleurs, dans une société hiérarchisée et stratifiée, qui aurait sa légitimité tirée du mérite de chacun, par exemple. Enfin, quelque chose qui a été développé à droite commun, comme je l'ai dit, des méritocraties. Donc, une société qui reposerait sur une idée d'une hiérarchisation de la société, mais où, à partir du moment où un homme et une femme ont les mêmes diplômes, ils doivent pouvoir avoir accès au même emploi, à partir du moment où ils ont la même trajectoire scolaire, les mêmes mérites personnels, eh bien, on doit lutter contre la discrimination qui fait qu'entre un frère et une sœur, par exemple, ils n'ont pas le même destin, scolaire, professionnel, etc. Voilà. Un des projets de société qui sous-tend cette question d'égalité réelle, mais il y a aussi la question de l'égalité entre les hommes et les femmes en général, avec un nivellement plus important des inégalités entre les individus
et l'idée d'une égalité entre les hommes et les femmes pour que le sexe ne soit pas un destin, encore une fois, sociétal. Deuxième point, et le dernier, est-ce que le féminisme institutionnel a pour but seulement, finalement, l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'autres objectifs, de par l'expérience de la mise en agenda des problématiques à l'Observatoire de la parité et de la mise en concurrence avec d'autres institutions qui ont été créées et qui sont sur des champs qui se recoupent, comme la HALD, par exemple, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Évidemment qu'un des enjeux majeurs à l'heure actuelle, c'est la question de l'intersectionnalité. Donc, que font la question de l'intersectionnalité des problématiques en termes de discrimination? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes discriminé parce que vous êtes une femme, ou en fonction de vos origines réelles ou supposées, alors ethniques, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce qu'on ne parle jamais de mon ethnie à moi, par exemple, est-ce que j'ai une ethnie parce que je suis blanche, ou parce que... En tout cas, les questions de racisme, les questions d'homophobie, les questions de sexisme, pour dire les choses très simplement. Si on pose la question de ces trois revendications pour l'égalité et de ces mouvements sociaux, ce ne sont pas forcément les mêmes mouvements sociaux, et à l'heure actuelle, les féministes institutionnelles, je me permets cette analyse, sont plutôt avec pour objectif de lutter contre la dissolution de la problématique du sexisme dans les autres types de discrimination, dans les autres types de politiques publiques, ce qui nous amène à l'heure actuelle à un enjeu assez majeur, c'est-à-dire comment, d'un côté, revendiquer la transversalité du questionnement dans l'ensemble des politiques publiques, et de l'autre, être dans une situation politique et historique où il est très difficile d'accepter cette transversalité sans avoir l'impression d'être dissous par les autres. Et l'Observatoire de la parité est un exemple très concret de cela, puisque les recommandations, par exemple, du haut-commissaire à l'égalité des chances, Yazid Sabeg, il y a 2 ans, demandant à ce que l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes devienne l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes et de la diversité, a évidemment suscité une levée de bouclier importante. Parce que, au-delà de ça, la question était de savoir mais quelles allaient rester les priorités de l'Observatoire. Est-ce que ça allait vouloir dire un personnel plus important pour travailler sur l'ensemble des sujets? Est-ce que ça allait permettre d'avoir une autorité politique assez importante pour que la question des discriminations faites aux femmes, en plus d'autres types de discriminations, soit introduite sur les questions de diversité ou pas? Donc, est-ce que le féminisme institutionnel a pour but autre chose que l'égalité entre les femmes et les hommes à l'heure actuelle? J'ai bien peur que pour le moment, non. Il est clair que quand on travaille sur la question des violences contre les femmes, on n'est pas dans le domaine de l'égalité. Enfin, on est dans le domaine des rapports, enfin, des rapports sociaux de sexe. Et on est dans la question des rapports de force, la domination masculine, ou moi j'aime mieux penser l'oppression féminine. Et c'est ça la question de la violence. Donc on n'est pas dans la question de l'égalité. Si j'avais, quand on avait, puisqu'on est parti, qu'on va rester sur l'enquête en VEF, s'il y avait eu à défendre auprès du CNIS ou de la CNIL l'égalité homme-femme, ça ne posait pas de problème et ça pouvait être entendu par tout le monde. Mais ce concept de violence contre les femmes, en plus contre les femmes seulement, ça ne s'intéressait pas aux hommes, ce qui passait très mal. Et cette espèce de concept flou de domination, domination, rapports sociaux de sexe, rapports de force entre personnes, quelque chose qui passait très mal et qui avait beaucoup de mal à être entendu. Or là, on est dans un domaine extrêmement important, de rapports... Ça marche pas au niveau de... C'est très bien. C'était bien, c'était bien. C'était très bien. On entendait très bien. Oui, donc on est quand même, on est dans un domaine, enfin, regarde, la question de l'égalité, c'est une question qui peut parler à tout le monde. L'égalité au travail, mais on est dans un autre domaine. On est dans le domaine quand même aussi du sexisme, et j'aime bien quand on parle du sexisme. Au fond, toutes les questions du féminisme, toutes les questions qu'on a traitées dans l'institution, c'est quand même fondamentalement les questions du sexisme. Et la question du sexisme, c'est pas une question... C'est pas l'égalitarisme, c'est pas la même chose tout à fait. Et la question des discriminations, elle a tendance à un peu, je pense, sur la question, je suis toujours sur les violences, hein, c'est quand même bon. La question des discriminations, elle a tendance à un peu, je pense, sur la question, je suis toujours sur les violences, hein, c'est quand même bon. Elle a tendance à
ma préoccupation. Et la question de la discrimination, mais de plus en plus en avant, a tendance à remplacer, en tous les cas, la question des violences. Et on est en ce moment dans les transformations, on en parlera, je pense, après la troisième question, dans des transformations qui me font un peu peur sur la perte, en fait, des acquis du féminisme dans la prise en compte des phénomènes qui ont beaucoup évolué, avancé grâce au travail des féministes dans les institutions, parce que hors institutions, parce que je considère un peu aussi quand même que les associations de lutte contre les violences, d'aide aux victimes ou même de panique familiale, c'est quand même quelque part une institution aussi, puisque ce sont des associations qui sont subventionnées et qui sont institutionnalisées quand même depuis longtemps. Mais tant mieux. Mais je ne voudrais pas faire une séparation trop stricte entre planning, AVFT, fédération et les institutions, les féministes qui sont dans les ministères. Je pense que c'est un peu la même forme de travail et que ça aboutit au même résultat, qu'il y a intérêt à avoir une coordination entre ces différents acteurs. Et quand on a fabriqué l'enquête en F, il y avait une coordination entre les universitaires scientifiques, les associations, les administratifs des ministères. On avait un comité de pilotage qui regroupait tous ces acteurs-là. Et c'est parce qu'il y avait une coordination de tous ces acteurs, avec toutes les difficultés que ça peut présenter, parce que c'est pas évident, et c'est grâce à ça que quand même les choses peuvent évoluer. Maintenant, l'autre stade, on en parlera, je crois, tout à l'heure, puisqu'on a 3 questions, donc il faut qu'on se garde quand même du grain à moudre pour la fin, on va tout dévoiler. Mais en tous les cas, cette question, il était évident, enfin, ça va de soi que la question au cœur de la société, des rapports hommes-femmes et du féminisme, c'est pas seulement l'égalité, ni la parité, c'est les rapports sociaux de sexe. Ça pose la question des représentations des hommes et des femmes, et ça pose la question fondamentale du sexisme, qui est autre chose que la question de l'égalité. Alors c'est vrai que pour les pouvoirs publics, c'est plus facile à entendre, et pour les politiques, la question de l'égalité, ça peut se poser en termes clairs. La question de la domination, la question du sexisme, ou la question des rapports entre sexes, c'est vrai que ce sont des concepts flous et mous qui sont difficiles à faire passer, qu'on ne peut faire passer que par des exemples très concrets. Mais quand même, l'enjeu est... je peux parler en toute liberté, puisque je suis maintenant hors institution. Même quand j'étais dans l'institution, de toute façon, ça ne m'empêchait pas de parler en toute liberté, donc il n'y a pas de problème. Mais en tous les cas, le cœur du féminisme, c'est les rapports entre les sexes qui sont avec la question des représentations et du sexisme, et c'est ça, je crois, qu'il faut continuer à défendre pour ne pas tomber dans ce qu'on va voir tout à l'heure, dans les enjeux qu'il y a par rapport au sujet que moi je connais, ces enjeux qui se profilent là, qui sont en train de se mettre en place, et qui sont un peu, effectivement, dus à la fois à l'institution, mais au rapport aussi qu'il peut y avoir entre institution et féminisme. Je dirais peut-être provocatrice, je ne crois pas qu'on puisse parler de féminisme institutionnel, et je m'interroge d'abord si les institutions sont vraiment au service de l'égalité des sexes. Donc avant qu'elles puissent être sur une autre question, est-ce qu'elles font vraiment d'égalité des sexes, et en quoi peut-on parler de féminisme institutionnel? Peut-être décaler un petit peu la question, parce que le terme de féminisme est celui d'institution, en plus dans un contexte français. J'ai qu'on regarde par exemple l'action du ministère, du secrétariat d'État, de services même dédiés aux droits des femmes ou on dit à l'égalité, il ne s'agit surtout pas pour eux, pour une manière à agir au sein de l'appareil d'État, en tout cas, de se légitimer par rapport au féminisme. C'est vraiment le mot absolument tabou et interdit, j'ai presque envie de dire, pas des individus eux-mêmes, bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure en parlant des fémocrates, mais des institutions elles-mêmes vis-à-vis des autres institutions quand on doit travailler en partenariat obligatoirement avec d'autres ministères, avec d'autres directions, avec d'autres services. Il ne faut surtout pas se présenter comme une action féministe, c'est-à-dire une action militante. Le militantisme est incompatible avec le fonctionnaire, j'ai presque envie de dire. Et il s'agit d'avoir une démarche dite d'expertise, on en reviendra dans la troisième question, de se présenter comme des experts de l'égalité, mais surtout pas comme des féministes ou encore moins d'avoir une action féministe. Il s'agit donc de présenter, d'avoir des experts vraiment d'une situation comparée notamment entre les hommes et les femmes pour ensuite proposer notamment des choses. Ce qui me fait dire qu'en termes d'égalité des sexes, alors je prends délibérément de manière provocatrice,
Certes, on a toujours dans les textes promotion de l'égalité, mais on a surtout lutte contre les discriminations. Et cette promotion de l'égalité des sexes, elle n'est jamais définie en tant que telle. C'est extrêmement délicat, même dans cette salle. Je pense qu'on aurait tous peut-être, sans doute même, des définitions différentes de c'est quoi l'égalité des sexes, qu'est-ce qu'on y met derrière, quels enjeux cela a en termes de ce qu'on pense être, devraient être les rapports entre les hommes et les femmes, de l'égalité, on va jusqu'où, avec toujours cette peur finalement, dans un contexte français, de l'égalitarisme, parce que les hommes c'est exactement comme les femmes, et d'aller là dans une forme d'indifférenciation qui fait de toute façon extrêmement peur et qui est extrêmement pas forcément bien véhiculée. Donc derrière ça, on n'a jamais, dans le cadre, même si on parle souvent d'égalité dans les textes, de définition précise de ce que c'est. Par contre, l'institution va agir, j'ai envie de dire, plutôt sur les inégalités. Là, elle a une légitimité à agir, particulièrement là aussi dans un contexte français où la question des inégalités est une question extrêmement sensible. Donc en fait, la priorité est plutôt sur, d'où l'importance, à mon avis, effectivement, des chiffres, même sur la question des violences. Il s'agit d'abord de montrer une situation, de pouvoir montrer qu'il existe des inégalités, et les chiffres sont là pour légitimer, de plus en plus en tout cas, les modes d'action. À partir du moment où on peut prouver l'existence d'une inégalité, je peux agir en tant qu'institution, là je parle. Donc voilà, je voulais déjà réagir sur ce point, et pour dire finalement, je crois que l'action principale possible, on a deux types de politiques, on a surtout des politiques, on va dire réparatrices, c'est-à-dire entre les différences observées de situations entre les hommes et les femmes, comment faire pour qu'elles rattrapent, entre guillemets, éventuellement les femmes rattrapent la situation des hommes, dans le domaine de l'égalité professionnelle, davantage que des politiques transformatives, qui seraient des politiques qui visent tout simplement à transformer les rapports entre les sexes, parce que là c'est plus délicat. Et je voulais prendre l'exemple à la ligne, en fait je vais décaler sur l'exemple finalement de l'image des femmes dans les médias. Où en 84, là aussi, il y a une proposition de loi contre le sexisme qui n'a pas du tout finalement été soutenue par le gouvernement. Il a été politisé toute seule. Enfin, je pense que un certain nombre de personnes dans la salle sont un petit peu au courant par rapport à cette loi, un levé de bouclier absolu, parce que c'était présenté, Marie a raison, comme une lutte contre le sexisme. C'était extrêmement mal perçu, ça a été très mal vu dans tous les sens du terme. Lorsqu'en début 2000, le sujet revient enfin, j'ai envie de dire, au sein des institutions, il y a vraiment eu un débat auquel j'ai participé autour de la table, donc du coup je peux un petit peu en rendre compte, qui était mais surtout pas faire pour 84, surtout pas présenter ça comme du sexisme, mais il s'agissait, alors pas de faire trop de contraintes parce que publicitaire, de toute façon on serait contre, mais de réfléchir comment se saisir de la thématique en présentant ça de façon juridique, j'ai envie de dire, vers l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, montrer qu'il s'agit de discrimination entre l'image des hommes et des femmes. Et il fallait prouver qu'il s'agit de discrimination de manière à pouvoir agir. Donc on est bien sur la question des inégalités de discrimination. Il ne s'agissait pas de trop réfléchir, ou en tout cas de trop présenter ça comme la question notamment de domination, de sexisme, de rapport, souvent de ce qu'on met derrière les rapports. Je vais revenir moi sur... D'abord, je voudrais déjà qu'on définisse qu'est-ce que c'est que l'institution. Alors, Maryse dit, le planning est une institution, il a ses subventions pour ça. Bon, je modérerai le propos, parce que si avoir des subventions, c'est être institutionnalisé, bon, il y a quand même un peu de marge en ce qui nous concerne, même si effectivement on assure ce service au public pour partie 8 € de l'heure. Bon, ça pondère. Ceci dit, sur ce point particulier, j'aimerais quand même revenir sur la question santé sexuelle et reproductive, parce que je crois que, de mon point de vue, c'est là où est le nœud. Pour le planning, je vais l'apprendre à personne ici, la question de l'égalité, de la maîtrise totale de la fécondité est un des nœuds pour l'égalité pleine et entière. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas résolu cette question, on pourra toujours faire tout ce qu'on veut derrière, il y a toujours quelque chose qui va coincer. Ça veut dire aussi que du coup, la façon dont on présente les choses, et dont l'institution, et quand je dis l'institution, là c'est vraiment... je parle vraiment de l'État, ou de la façon dont la société, l'administration, son stage est organisé. Je ne parle ni des collectivités locales, encore que je sais qu'on a fait un travail, on essaye, je l'ai vécu, de mettre en place des politiques publiques qui soient égalitaires, même si les freins y sont nombreux. Pour autant,
on peut les expliquer. L'institution, elle s'est construite dans un système donné. Elle n'a aucune raison de changer le dit système, puisque c'est la nature même de son existence. C'est-à-dire que c'est un système, pour faire simple et vite, construit par et pour des hommes, au service des citoyens. Les citoyennes peut-être, mais les citoyens sûrement. Ce qui veut dire que quand on parle de la question des droits des femmes au sein de l'institution, nous on le voit bien sur la question santé sexuelle et reproductive. Les femmes, alors, les ministères, on a eu un ministère aux droits des femmes, alors la condition féminine, droits des femmes, c'est passé un secrétariat, après c'est passé un secrétariat parité, qui s'est finalement complètement dilué dans une question de diversité. Maintenant, aujourd'hui, on a un service, mais qui n'a aucune visibilité, c'est-à-dire qu'il est rattaché à la famille. Au niveau départemental, on est dans la question des personnes vulnérables et l'aide aux populations. Mais pointer ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a totalement réduit les femmes à des victimes. C'est-à-dire qu'il est tellement plus simple, et c'est aussi une façon de retourner le problème, me semble-t-il, quand on a la difficulté à faire connaître la question des droits, la question de la santé sexuelle, et je dirais pas reproductive, parce que justement on enferme aussi les femmes à une fonction. C'est bien qu'il y a de fait, à partir du moment où on attaque le sujet, une remise en cause du système lui-même et de la façon dont il s'est structuré. Et c'est ça la difficulté, me semble-t-il, à laquelle nous, on se heurte en tant que planning, quand on veut porter des revendications qui sont de l'ordre de la reconnaissance d'un individu. Et on s'aperçoit, enfin, c'est mon analyse personnelle, là c'est pas le planning, moi il me semble qu'on a un traitement totalement différent quand on attaque d'autres types de discrimination, où l'individu en tant que tel est bien reconnu, et pas, alors que sur la question des femmes, on n'a pas du tout, ça se noie dans autre chose, c'est-à-dire qu'on l'enferme dans autre chose. Et pour terminer, je pense qu'il n'y a pas de féminisme institutionnel, parce qu'il y a un féminisme, il y a des femmes, des hommes qui sont féministes, il y a une institution, il y a des femmes et des hommes qui, au sein de l'institution, des collectivités locales ou territoriales, essayent de faire avancer des choses, mais il y a une forme d'antinomie intrinsèque au mot féminisme institutionnel. Pourquoi? Parce que l'institution ne peut pas accepter qu'elle soit remise en cause à ce point-là. Parce que toucher à la question des rapports de domination et la maîtrise du corps des femmes en matière de sexualité, c'est toucher au fondement même de l'organisation. Et on ne peut pas accepter l'administration, enfin, j'imagine que dans la salle, il y en a plein qui ont fait de la sociologie des organisations administratives, on s'aperçoit bien qu'elle essaye d'installer sa pérennité dans la forme dans laquelle elle a été construite. Enfin, ça, c'est mon avis. Je partage. Les institutions tendent à vouloir survivre, hein, donc ont leur propre logique. Je ne sais pas si le féminisme cherche à survivre en tant que tel. Bon, la troisième question, pour passer justement au féminisme, passer à l'évolution du féminisme dans tout le contexte qui vient d'être décrit. Et c'est la suivante, et je vais poser la première question cette fois à Maryse Gaspard. Est-ce que vous avez pu observer des exemples où les institutions françaises, européennes ou d'autres pays ont contribué à remodeler le militantisme féministe, hein? Comment se frotter aux institutions, hein, de plus en plus actives, contribue à remodeler le militantisme féministe, et dans quel sens? Des pérégrinations et retard dans les questions autour des violences. Et j'ai souvent, les femmes, il y avait une case, femmes, vulnérabilité, handicap. Mineurs, donc, et ça c'est quelque chose au niveau dans les ministères, dans les classifications qu'on fait, dans les attributions de crédit, etc. Les femmes sont effectivement classées parmi handicapées, vulnérabilité, etc. Il y a toujours une association étroite, et ça on est complètement d'accord sur la question, et ça c'est extrêmement important. Et justement, et ça répond quand même en partie à la question qui est posée. Autre problème aussi qui se pose, parce que c'est plus facile, c'est la récupération sur les questions, ce que tu as dit aussi au début, sur les questions de santé publique. De toujours limiter les questions de femmes, de les resituer. Bon, à part la question du travail, mais bon, il se trouve que nous sommes dans des domaines
autre que le travail. Mais sur ces questions des droits propres, en fait, des droits fondamentaux des femmes, cette facilité a toujours fait basculer vers la santé publique les problèmes. Donc, sur la question des violences, c'est extrêmement important parce qu'il y a eu effectivement l'enquête à Beth, alors je ne vous raconte pas tout parce que je passerai des heures, avec l'impact de ce qu'a pu avoir, avec le retentissement que ça a pu avoir sur l'ensemble des secteurs concernés par la question des violences. Bon, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ensuite, bon, ça fait 10 ans que l'enquête a été publiée, elle a eu lieu il y a 10 ans, et depuis, il n'y a pas eu d'autres enquêtes quantitatives de la même ampleur pour cerner à fond le phénomène dans une approche féministe. Et ça, j'insiste, et à l'époque, quand on a fait l'enquête, j'en étais pas tellement consciente. Pour moi, je faisais une enquête quantitative selon des hypothèses et une méthodologie que je connaissais, et j'étais du féminisme, mais c'était... Pour moi, je le faisais, je veux dire, de façon complètement spontanée. Bon, mais maintenant, avec le recul, je peux dire et affirmer ce que je n'aurais pas fait à l'époque. C'était une enquête avec une approche féministe, et maintenant on en est. C'est que c'est l'enquête qui fait référence dans le dernier rapport de l'Assemblée nationale. Il y a une partie qui est entièrement consacrée, qui porte sur la résultat de l'enquête en veste, parce que c'est la seule source. Et maintenant, où on en est? On en est que les institutions, les institutions gouvernementales ont repris à leur compte cette question des violences. On a créé la création de l'OND, Observatoire national de la délinquance, et cet observatoire de la délinquance, avec l'INSEE, fabrique chaque année une enquête sur la question de la délinquance et de la criminalité, enfin, une enquête de victimation, c'est-à-dire auprès des personnes potentiellement victimes, dans laquelle ont été intégrées des questions sur les violences intrafamiliales, et où on a la question sur le sexe et comment le lien de parenté avec l'agresseur. Donc on a là les moyens de cerner de façon quantitative et régulière la question des violences faites aux femmes. Ceci dit, les questions sont posées aux hommes et aux femmes. Là, il n'y a pas de problématique de genre, absolument aucune dans ce type d'enquête. Et dans la manière dont les questions sont posées et dont les analyses sont faites, on est en train complètement d'éliminer la question du genre. Et dans ces enquêtes-là, on n'a forcément pas de questions, c'est pas possible dans ce type d'enquête, sur tout ce qui est du domaine des violences psychologiques, qui sont extrêmement importantes, qui sont un des phénomènes de la violence de nos sociétés de notre époque. Mais il n'y a pas seulement, alors donc il y a ce premier problème. Le sujet est repris par la statistique classique de la délinquance, avec des commentaires et des analyses qui sont forcément limités, bien que l'idée soit un peu quand même, c'est parce qu'il y a eu en 1989 qu'il y a eu cette prise en compte, donc on peut s'en réjouir. On dispose de statistiques de viol annuelles maintenant, et de statistiques de violences de violences physiques au sein des couples, qui sont quand même des outils intéressants pour la prise en charge sociale du phénomène. Mais on a évacué tout l'autre aspect. Et l'autre problème qui est parallèle aussi, c'est la prise en compte, c'est la santé publique. Pour que ça soit acceptable, le phénomène de violence, il y a eu aussi une enquête quantitative dans le domaine, parce que le ministère de la Santé, en rivalité avec le droit des femmes, a fait sa propre enquête sur les violences. Violences contre les hommes et les femmes, sans qu'on puisse, dans cette enquête, ça c'est pas la faute des gens qui ont fait l'enquête, mais la faute du lycée, sans qu'on puisse repérer parmi les auteurs le conjoint. Donc une enquête dans laquelle on est incapable de cerner les violences conjugales. Alors ça pose un peu de problème. Bon, ça c'est des problèmes, c'est vraiment pas à mettre la mise en cause du tout des techniciens qui ont fait les enquêtes, mais c'est un problème quand même qu'il faut... Alors, et en santé publique, il est évident que même si l'enquête est une opération très réussie, très rigoureuse, etc., avec des résultats intéressants, mais il n'y a absolument pas l'émergence d'une approche féministe, sauf à faire des comparaisons de femmes, mais qui sont assez limitées. Donc, il est sans doute dans l'avenir sur la question. Bon, il est évident, je partage forcément la liste de Sandrine et des autres, sur la nécessité de mesurer quantitativement des phénomènes pour connaître leur existence et leur impact. Mais la crainte que j'ai, et je crois que ça se réalisera comme ça, c'est que les futures enquêtes, ça sera forcément hyper institutionnalisé, je conclus, et que la dimension féministe risque fort de disparaître. Dans un premier temps, déjà, un premier problème, c'est quand même la prise en compte des violences contre les femmes et contre les hommes.
Et là, on est dans un contexte à la fois international et français, mais surtout international, plutôt comme en pays du Nord, où on s'intéresse aussi à la violence contre les hommes. Et je ne vois pas très bien, j'ai beaucoup réfléchi à la question, je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir sur cette question. Pour le moment, on n'a pas d'études qualitatives et de réflexion sur le sujet. Et j'ai bien peur que les futures enquêtes sur les violences qui prennent en compte les deux sexes, l'approche féministe tende à disparaître et qu'on arrive à une espèce d'enquête de victimation. On va mesurer comme ça, non pas des rapports entre les personnes, des situations de domination, des situations d'oppression, mais où on mesurera factuellement des coûts, on comptera grosso modo les coûts. Donc ça, c'est un peu la crainte que j'ai par rapport au sujet, à la question des violences, par l'institutionnalisation des violences, parce qu'effectivement, il se trouve que actuellement, dans l'institution, les gens qui font la statistique publique ne sont pas formés. Pour le moment, tout le monde n'est pas formé à la question du genre, et tout le monde n'applique pas la question du genre, et on risque bien là de se faire un peu avoir. Des choses. Je voudrais rappeler quelque chose, une phrase de Michel Ferrand qui, moi, m'a éclairé beaucoup. Elle a dit une chose qui est très juste concernant, enfin très juste, excusez-moi, c'est un peu prétentieux de dire ça. Bon, disons qu'elle a eu une phrase qui m'a interpellée, qui m'a parlé, voilà. Qui disait que la contraception et l'avortement ont été confiés au pouvoir médical comme relais du contrôle social. C'est-à-dire que ça me permet de faire le lien sur l'institution et comment les deux s'imbriquent. C'est-à-dire que comme on n'est pas capable, d'un point de vue institution, de remettre en cause son fonctionnement, on assure ce contrôle en le confiant à un relais institutionnel et reconnu comme tel dans la société. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, du coup, du point de vue du planning, il y a une forme de dialectique contradictoire qui se crée. C'est-à-dire que même si je joue sur les mots, sur le fait que le planning ne soit pas une institution, mais soit reconnu comme étant là depuis longtemps, etc., il n'en reste pas moins qu'avec la création des établissements d'information de conseil conjugal et familial et des centres de planification, de fait, effectivement, le planning, c'est professionnaliser, ce qui ne veut pas dire salariat. Et que, de fait, ça a donné une visibilité plus grande à un certain nombre de ces sujets. C'est l'accès à la contraception, la défense du droit à l'avortement, n'oubliez pas le 6 novembre au passage. Et dans le même temps, ça induit une mise en tension croissante. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, effectivement, vous avez une subvention d'État, de collectivité, pour une mission qui est l'objet même de votre association, la réalité aujourd'hui, elle est très simple. Vous êtes obligé de faire des rapports, vous êtes obligé de faire des analyses, des évaluations de votre action, et que vous n'obtenez ces financements que sous réserve de ces actions. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les associations, c'est-à-dire celles dont on dit qu'il faut qu'elles assurent un service au public et qu'on a mandaté pour ça, sont contraintes de trouver de l'argent ailleurs. Pourquoi? C'est extrêmement pragmatique, mon affaire. C'est-à-dire sur comment est-ce que l'institution remodèle le militantisme, c'est extrêmement concret. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand vous n'êtes pas capable et que vous ne pouvez pas mettre plus de 8% de frais généraux sur un projet, qu'il n'y a plus de subvention de fonctionnement, comment est-ce qu'on met en place un vrai service au public, avec aussi la dimension militante que défend le planning, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'information sur la contraception, il y a comment est-ce qu'on forme les jeunes, comment est-ce qu'on les informe sur justement les différentes discriminations qui sont en route, comment est-ce qu'on aide les filles, je recule, voilà, à ne pas pouvoir choisir une profession qui ne soit pas femme ou féminine ou dite féminine. Donc on voit bien qu'il y a un vrai rôle et que ce rôle, parce que justement on a institutionnalisé l'association ou l'organisation, devient complètement dépendante au point de ne plus pouvoir exister par ailleurs. C'est-à-dire que si effectivement on enferme du coup les associations, ça va même plus loin, on les met en concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue organisation de l'institution, elle remodèle non seulement le féminisme, pourquoi? Parce qu'elle va l'obliger, et le militantisme, parce qu'elle va l'obliger à se radicaliser, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aller-retour entre les deux. En même temps,
l'institutionnalisation d'un certain nombre de thématiques, même si elles ne sont pas totalement abouties, on en a parlé dans les 2 premières questions, nous a permis, par la reconnaissance des sujets que nous défendions, de travailler sur une logique de lobbying, que ce soit au niveau national ou européen. Ça veut dire que du coup, on a une légitimité de parole qui du coup a été reconnue. Ce qui n'aurait pas été possible si effectivement le planning était resté dans une petite boîte totalement obscure et que le militantisme n'avait pas porté aussi cette parole sur le devant de la scène. Donc il y a une espèce d'aller-retour entre militantisme, institution, une espèce de je t'aime moi non plus, qui fait que, et par contre avec une mise en tension certaine d'un point de vue continuation de l'existence. Je joue mon rôle d'institution gouvernementale. Et comment, depuis ce point de vue-là, puisque c'est de là que je parle, d'où je parle, ce que je vois à l'Observatoire de la parité, sur ses relations avec les associations, aussi, de l'autre côté. Effectivement, le féminisme institutionnel, on pourrait dire à l'heure actuelle que ça reste un épiphénomène. Alors, évidemment que c'est très difficile de se poser la question de savoir qui fait les institutions. La culture de l'organisation qui crée une reproduction parce que les plus jeunes sont formés par les plus anciens, parce qu'il y a une éthique, il y a une posture où les acteurs et les actrices eux-mêmes aient la possibilité de changement social. Enfin, la question se pose à tous les niveaux. Enfin, en tout cas, pas à tous les niveaux, mais dans des contextes différents. Donc, tant que les féministes sont en situation minoritaire, évidemment que c'est très difficile de faire changer l'administration, d'autant plus que l'administration et le pouvoir de l'administration fonctionnent en relation étroite avec le pouvoir politique. Donc le fait de pouvoir avoir quelques féministes à l'intérieur des institutions, évidemment que ça fait avancer des dossiers. Évidemment que ça les met en situation de visibilité médiatique, avec les réseaux de presse, avec les journalistes. L'Observatoire de la parité fait partie finalement de ces services qui ont pu gagner une légitimité en faisant valoir qu'elles étaient des autorités administratives semi-indépendantes. Parce que la personnalité des rapporteurs de l'Observatoire, les personnalités politiques et leur notoriété et leur stratégie politique personnelle de démarcation par rapport à leur parti politique et de visibilité médiatique, leur a permis de défendre des sujets subversifs pour leur propre parti, au bénéfice de leur propre notoriété politique et de leur réélection, bien sûr. Et qu'on se retrouve avec des parlementaires qui, de droite et de gauche, commencent leur phrase à l'Observatoire en disant « je ne suis pas féministe mais » ou « je suis féministe mais » plutôt « je suis féministe mais » à gauche et « je ne suis pas féministe mais » à droite. Encore peu, sur 3 ans, le dernier conseil de l'Observatoire, on a vu arriver Valérie Létard nommée secrétaire d'État et tout d'un coup les 3 présidents des délégations droits des femmes de droite qui se tournent vers nous en disant « mais Valérie Létard, est-ce qu'elle est féministe au moins ?» Comme une espèce de critère de compétence, en tout cas, ou de connaissance des dossiers. Ça voulait dire « est-ce qu'elle y connaît quelque chose ?» Tout d'un coup. Voilà, ces glissements sémantiques, c'est assez étonnant à observer, bien sûr. Ça Anne Megal aura la parole. Comme d'habitude pendant le débat. Alors, évidemment que c'est très difficile de labelliser le féminisme. Moi, je suis dans une position plutôt de témoin modeste, où, y compris en tant qu'universitaire, le mouvement social féministe, on a quand même appris que c'était un mouvement social multiple. Et y compris d'un point de vue historique, enfin les historiennes nous l'ont démontré, c'est quand même une méconnaissance de l'histoire des femmes et une vision assez courte que de limiter l'histoire du mouvement des femmes aux années 70. Donc, ne serait-ce que de remonter jusqu'aux suffragettes, par exemple. Alors, pour le coup... Oui, un mouvement multiple et divers avec des profils de femmes en situation de revendication différentes. Voilà. À l'intérieur de l'Observatoire, ce qu'on peut observer, c'est que vis-à-vis des associations, le fait que les institutions représentent tout de même à l'heure actuelle un espace de revendication. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ce que ça a créé d'assez étonnant d'un point de vue des choses qui changent, puisqu'on est là aussi pour voir de quelle manière ça se recompose, les rapports sociaux de sexe, comment la domination masculine se déplace, le fait qu'il puisse y avoir des institutions en charge des politiques publiques d'égalité, quelle que soit
leur réalité d'action et leur pouvoir, ça crée tout de même des rapports de lobbying et d'émergence même d'associations qui n'existaient pas jusque-là. Alors, sur les questions de parité politique, bien évidemment, de nombreuses associations et des réseaux d'associations transpartisanes. Des femmes de droite et de gauche qui vont se présenter au niveau local, municipal, régional, sur des listes, parfois en situation d'opposition, mais qui sont au sein de la même association pour avoir une formation aux compétences politiques, prise de parole en public, connaissance des institutions, connaissance des dossiers. Voilà, association transpartisane, première chose. La deuxième, c'est sans doute l'apparition de ce qu'on pourrait... Alors voilà, je sais bien que je ne dis pas des choses très consensuelles, j'essaie de ne pas positionner par rapport à ça d'ailleurs, mais si on rentre dans l'idée qu'il y a plusieurs vagues dans l'histoire du féminisme, ce qui ne fait pas consensus, et qu'il y a une deuxième et une troisième vague, par exemple, on pourrait rentrer avec cette logique-là dans l'idée qu'il existe tout d'un coup une vague de bémol, une génération spontanée de femmes qui militent contre le plafond de verre et pour, ayant un capital scolaire, un niveau de diplôme, des situations économiques privilégiées, se retrouvent au même titre que n'importe quelle association historique, auditionnées à l'Assemblée nationale et au Sénat, au titre de leur expertise de femmes chefs d'entreprise, de femmes anciennes directrices de cabinet de tel ou tel ministre, qui ont créé ces associations-là, qui maîtrisent parfaitement Internet, qui ont des budgets publics et privés pour leur fonctionnement, qui font des petits déjeuners au Fouquet's le matin avec les chefs d'entreprise pour leur demander s'ils pensent qu'ils auraient eu la même carrière s'ils avaient été une femme, qui leur demandent combien de temps leur femme s'est arrêtée pour leur permettre d'être si haut dans l'entreprise. Donc voilà, quand même une génération spontanée de quadraquinquas, une période en plus d'un point de vue générationnel qui est considérée comme des creux de la vague, qui fait partie des nouveaux lobbying sur les questions d'égalité homme-femme, et plutôt évidemment, vous l'avez compris, sur la question de l'égalité homme-femme, toutes choses égales par ailleurs. Donc, bon, deux exemples assez concrets sur finalement la manière dont les institutions françaises remodèlent le militantisme féministe, dans le sens où, tout de même, s'il y a une demande, c'est qu'il y a une... Pour terminer justement sur l'impact des institutions sur le mouvement féministe, ou en tout cas sur les associations féministes, je déplacerai pas forcément sur le cas français, mais sur un cas canadien, et sur l'expérience, parce qu'il y a eu une évaluation, ce qu'on appelle le gender mainstreaming, juste pour rebondir un peu à ce que disait Emmanuel précédemment sur les questions de dilution. Ce qu'on appelle gender mainstreaming ou approche intégrée d'égalité, approche transversale d'égalité, peu importe finalement la traduction, cette idée que finalement maintenant on regarde les politiques publiques de leur conception jusqu'à leur mise en œuvre en tenant compte du genre, c'est-à-dire finalement en tenant compte de la situation différenciée des hommes et des femmes, ce qui multiplie encore, je dirais, notamment les rapports et des questions de chiffres pour pouvoir évaluer cet impact différencié qu'auraient les politiques publiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment on fait, parce que finalement, personne ne sait exactement bien comment on fait, même si ça paraît comme ça une bonne idée. On sait seulement qu'il y a eu un certain nombre d'évaluations au niveau européen qui ont donné un effet d'illusion. Je dirais, pour rebondir avec ce que je disais, peut-être que l'entrée discrimination, notamment lorsqu'on agit institutionnellement sur les droits des femmes, ou peu importe ce qu'on dit sur l'égalité, peut-être à favoriser la question de la diversité, du coup de la dilution aussi des questions de genre et des qualités des sexes au sein des politiques publiques. Quel impact ça peut avoir sur le mouvement associatif? C'est un impact direct qui a été mesuré par exemple dans le cas canadien il y a quelques années. On m'a demandé un rapport sur cette nouvelle approche, cette nouvelle méthode, peu importe ce qu'on met derrière, de favoriser l'égalité des sexes. Comment le mouvement féministe s'en saisit ou ne s'en saisit pas, ou les groupes de femmes, qu'on appelle au Canada plus largement. Là, ce qui me semble intéressant, qu'on trouve, à mon avis, en France, c'est qu'il y a deux conséquences principales. La première a été sur leur action proprement dite, qui sont des actions essentiellement de lobbying au Canada, donc un lobbying très institutionnalisé, aussi bien auprès des parlementaires que des ministères, etc. Sauf qu'avec cette approche donc, de gender mainstreaming, il y avait la question de leur place dans les instances de concertation. On se rendait compte que finalement, au fur et à mesure des années, donc ça a commencé dans les années 90 au Canada, des questions de gender mainstreaming, on a tendance à les écarter
des instances de concertation au profit des experts de l'égalité qui pouvaient donner notamment des chiffres d'impact différenciés sur la situation des hommes et des femmes. Et en fait, il y a eu un mouvement assez intéressant, c'est qu'elles ont réclamé des formations auprès des institutions sur c'est quoi cette méthode, comment ça marche, de manière à pouvoir modifier leur propre action de lobbying et savoir surtout que ça a changé les acteurs auprès desquels elles devaient intervenir. Et il ne s'agissait plus seulement d'intervenir auprès de ce qu'on appelle encore là-bas Conditions féminines Canada, il s'agissait de pouvoir intervenir auprès d'autres ministères, peut-être pas de la même façon, parce que ça signifie qu'on doit aussi s'approprier un certain répertoire d'actions différents, certains vocabulaires, certaines manières d'être, en ce cas qui n'est plus du tout, éventuellement, je dirais, la même facilité qu'avec Conditions féminines au Canada. Donc elles ont dû revoir, non pas tant le fait d'agir en lobbying, mais les acteurs auprès desquels elles devaient agir, de manière à pouvoir être écartées des instances de concertation, de pouvoir être écartées tout simplement à la fois de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques. Et deuxièmement, là qui impacte un petit peu avec ce que disait Marie-Pierre tout à l'heure, c'est la question des financements. Alors c'est pas seulement le gender mainstreaming, mais effectivement, à partir du moment où il n'y a pas seulement une institution spécifique consacrée à la condition féminine, je parle du canadien, pas du tout pour le terme condition féminine, loin de là, eh bien, du côté des subventions, savoir le même force, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que les groupes de femmes demandent de l'argent uniquement à Conditions féminines Canada, qui avait un service vraiment très spécialisé avec un budget extrêmement important. Donc ça, outre le fait qu'on a supprimé les subventions de fonctionnement, etc., mais ça, c'est pas seulement la question du gender mainstreaming, il y a une obligation de diversifier simplement les financements, qui impacte là aussi sur la manière dont je présente mon action, sur la manière auprès de qui là aussi je m'adresse, et qui fragilise de fait les associations, c'est-à-dire qu'on a un effet tout simplement un trou en entonnoir, qui a diminué le nombre de subventions données au fur et à mesure des années très nettement, et notamment l'obligation de diversification, c'est-à-dire qu'on a multiplié, ce qui a un coût aussi pour le monde associatif, les dossiers de subvention et la présentation même des actions. Je prends un exemple tout bête, mais qui peut être totalement valable dans le cas français, d'autant plus qu'il a été repéré à plusieurs reprises par la Cour des comptes et le Sénat, quand on parle de festival de films de femmes dans le domaine culturel. À qui je m'adresse si je veux monter un festival de films de femmes? Je vais du côté de Conditions féminines Canada, me dire oui, alors je vais justifier ça. Les femmes ont moins de chances que les hommes d'être réalisatrices, elles ont moins souvent de budget, etc. Donc c'est un festival pour valoriser. On va trouver un argumentaire. On va vous dire oui, mais de toute façon, il ne faut pas que 100% de votre budget vous demandez ici. Vous demandez au ministère de la Culture, très bien. Et au ministère de la Culture, à vous dire, bah oui, mais enfin, votre truc, c'est un truc femme, vous allez voir Conditions féminines Canada, moi je dois vous subventionner. Et il y a un espèce de yo-yo qui complexifie la manière d'obtenir des sommes d'argent, tout simplement pour fonctionner et pour continuer. Et surtout de devoir modifier son argumentaire. C'est ce que je vais dire au ministère de la Culture. Si je dis, bah, c'est uniquement pour les femmes, parce que voilà, elles sont écartées, discrimination, etc. Bon, ça n'a pas spécialement marché. Est-ce que je vais devoir jouer sur une spécificité des films, un langage différent, un apport différent? Tout ça les invite, en fait, les oblige en tout cas à modifier, à mon sens, leur pratique.